Porter un signe religieux au travail, est-ce qu'on a le droit, oui ou non? La question a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, la réponse est bien plus nuancée. On va décortiquer ensemble ce que dit la loi française, très précisément, sur ce sujet. C'est vraiment la grande question. Est-ce qu'un employeur peut exiger de retirer un symbole lié à des convictions personnelles? Eh bien la réponse, ce n'est ni un grand oui systématique, ni un non catégorique. En fait, tout dépend de plusieurs facteurs très précis. Alors, pour y voir clair, voilà comment on va avancer. On part du principe de base, la liberté. Puis on va voir l'exception, qui permet de poser des limites. Et surtout, les 3 conditions très strictes à respecter. Ensuite, on regardera le cadre légal qui entoure tout ça, avant de faire un petit résumé de l'équilibre à trouver. Allez, on commence par la base, la règle par défaut, le principe fondamental qui s'applique dans le secteur privé. Et ça, c'est un point essentiel parce que c'est souvent là qu'il y a des malentendus. Ok, première chose à être claire tout de suite, et c'est fondamental, il y a une énorme différence entre le public et le privé. Dans le service public, pour les agents de l'État, c'est simple, la neutralité est obligatoire. Point. Mais dans une entreprise privée, le principe de départ, c'est l'inverse. C'est la liberté de religion qui prime. C'est vraiment important de bien faire cette distinction pour ne pas tout mélanger. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que pour un salarié du privé, la liberté d'exprimer ses convictions religieuses est un droit protégé. C'est la norme, c'est le point de départ. En théorie, on est libre de porter un signe religieux. Mais, car il y a un mais, il y a une exception. On en vient justement à cette exception. Comment une entreprise peut-elle, légalement, poser des limites à cette liberté? L'outil pour ça, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est donc le seul document qui peut introduire une clause de neutralité ou une restriction. Mais attention, un employeur ne peut pas y inscrire ce qu'il veut comme ça lui chante. Pour que ce soit valide, la loi impose des conditions vraiment très strictes. Et nous voilà au cœur du sujet. Pour qu'une restriction soit légale, elle doit impérativement passer un test en 3 étapes. Ces 3 conditions sont cumulatives, ce qui veut dire que s'il en manque une seule, la restriction est tout simplement invalide. Les voici ces fameuses conditions. La justification doit être objective, la restriction doit être proportionnée et son application doit être non discriminatoire. Voyons ce que ça veut dire concrètement pour chacune d'entre elles. Premièrement, la justification objective. Ça veut dire que l'interdiction ne peut pas être basée sur une opinion ou une préférence, non. Elle doit répondre à une nécessité concrète, réelle, de l'entreprise. Par exemple, la sécurité. On peut interdire un voile qui pourrait se coincer dans une machine. Ou l'hygiène, dans l'agroalimentaire par exemple. Ou encore, la nécessité de pouvoir identifier le personnel. Deuxièmement, la proportionnalité. Cette condition est essentielle. La mesure doit être calibrée au plus juste. Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le but. Si l'objectif de sécurité peut être atteint par une solution moins contraignante, eh bien une interdiction générale sera jugée disproportionnée et donc illégale. L'idée, c'est de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de religion. Et enfin, la non-discrimination. La règle doit être formulée de manière neutre. Elle ne peut pas cibler une seule religion. Par exemple, une règle qui interdit de porter un couvre-chef pour des raisons d'hygiène va s'appliquer aussi bien à un foulard qu'à une kippa ou une simple casquette. C'est cette application uniforme qui garantit l'absence de discrimination. Bon, évidemment, ces 3 conditions ne sortent pas de nulle part. Elles sont solidement ancrées dans le droit français, à la fois dans la loi et dans les décisions des tribunaux, ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est la loi du 8 août 2016 qui est venue inscrire noir sur blanc dans le Code du travail l'article L 1321-2-1. C'est cet article qui autorise un employeur à prévoir un principe de neutralité dans son règlement intérieur, mais uniquement en respectant les garde-fous qu'on vient de détailler. Quand un conflit arrive devant les tribunaux, la philosophie des juges, c'est toujours de rechercher un point d'équilibre. D'un côté, il y a la liberté du salarié qui ne doit pas nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. De l'autre, il y a le pouvoir de l'employeur qui ne doit pas non plus effacer les droits fondamentaux de la personne. C'est un vrai travail d'équilibriste. Alors, pour conclure, si on devait synthétiser tout ça, quels sont les points les plus importants à garder en tête? Retenons donc l'essentiel en 4 points. Primo, la liberté, c'est la règle par défaut. Secondo, l'employeur peut poser des limites, mais uniquement via le règlement intérieur. Tertio, ces limites doivent toujours passer le triple test. Justification, proportionnalité et non-discrimination. Et enfin, l'objectif doit toujours être de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'entreprise. Rien d'autre. Finalement, toute la complexité du sujet se résume à cette question. Il n'y a pas de réponse unique, pas de solution magique, mais un cadre légal clair qui vise à protéger les droits de chacun tout en s'assurant que le travail se déroule dans de bonnes conditions. Et la recherche de ce juste équilibre, eh bien, ça reste le défi permanent.